Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette table ronde des alumni d'EDC Paris Business School. Pendant une heure, on va vous faire découvrir le parcours de 5 anciens élèves. Vous allez voir aux trajectoires très différentes. Chacun va nous raconter son histoire, son parcours, pourquoi il a fait le choix il y a quelques années ou beaucoup plus récemment d'étudier à l'EDC Paris Business School, ce qu'il y a appris, comment sa carrière a pu être orientée, modifiée ou boostée grâce aux stages, aux rencontres qu'elle a pu faire. Allez, puis on va s'intéresser bien évidemment au recrutement aujourd'hui dans leur carrière. Est-ce qu'ils sont prêts à embaucher aussi des élèves de l'EDC Paris Business School? Enfin, on fera un petit détour sur une question qui vous intéresse beaucoup, c'est la question du sens aujourd'hui pour choisir sa carrière. Et vous allez voir, ils ont beaucoup de choses à vous dire. Allez, sans plus attendre, je vous présente le panel qu'on a aujourd'hui. On est ravi d'accueillir Antoine Géraud. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Antoine, vous êtes patron fondateur d'Abrico. On va tout découvrir sur votre entreprise qui a été créée il y a peu dans quelques instants. On est également en compagnie de Geoffrey Kogis. Bonjour Geoffrey. Bonjour tout le monde. Content Team Leader chez Arthur In. Là aussi, votre parcours très intéressant. On va voir justement vous que l'EDC vous a bien aidé dans votre jeune carrière déjà à vous propulser. On est en compagnie de Marie Lépineux-Lallemand. Bonjour Marie. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Vous êtes co-dirigeante de Champagne l'Allemand Massonneau. On va voir vous aussi, Marie, que vous avez eu pas de difficultés, mais en tout cas, on a eu un parcours voilà, avec beaucoup d'expérience avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. On est avec allez, peut-être le plus ancien des alumni aujourd'hui, Laurent Lamotte. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde et merci de l'invitation. Bon, je donnerai les promotions tout à l'heure, effectivement. Vous, ça fait quelques années que vous êtes sorti de l'école. Vous êtes aujourd'hui chez Swatch en Suisse après un parcours très international et très orienté luxe. Tout à fait. Je suis sorti de l'école il y a 28 ans. Voilà, 94. Ça ne se voit pas du tout. Et enfin, Nicolas Riol. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes directeur général Europe chez Criteo. Et on est ravi de vous accueillir. On va voir aussi voilà, comment vous avez orienté votre carrière, votre stratégie depuis la sortie de l'école. C'était il y a 10 ans déjà. Absolument. Si vous le voulez bien, on va commencer eh bien, tout de suite. Je vous propose, tiens, messieurs, d'être galant. On va commencer avec Marie Lépineux-Lallemand. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes votre parcours, Marie? Vous, comment ça s'est passé? Je disais en préambule tout à l'heure que vous décidiez plutôt d'abord au consulting, où vous êtes cherché un petit peu avant de trouver votre voie. Tout à fait. Bah, écoutez, en tant que jeune fille de 18-19 ans, on ne sait pas forcément ce que c'est que la FUSAC, le contrôle de gestion, la différence avec l'audit, les choses comme ça. Donc, tout naturellement, j'avais une appétence pour le textile, la cosmétique et le monde du luxe. C'est pour ça que je cherchais une école en rapport avec le luxe, puisqu'il faut pas oublier que l'EDC fait partie du groupe donc Planeta, avec une école spécialisée dans le luxe. Donc, j'ai fait mes premiers stages dans le luxe grâce au réseau en fait EDC qui a vraiment un fort réseau. Et j'ai commencé mon premier stage chez Cartier à Londres sur la haute joaillerie, voilà, étude marché du bridal, donc des bagues de fiançailles, avec des visites mystères chez Harry Winston, Graff, etc. Et voilà, ça a vraiment ouvert des portes que sans ces stages, sans cette expérience professionnelle, j'aurais jamais pu découvrir ça par moi-même avec ma vie pseudo-normale, on va dire. Donc, pour confirmer ou infirmer ça, j'ai fait un deuxième stage chez Hermès, mais plus proche cette fois-ci du FMCG, donc Food Market Consumer Goods, pour élargir un peu les réseaux de distribution, avoir plus de volume. Et c'est là où j'ai réalisé que je me projetais pas dans l'univers du luxe. C'était même en 2008, il y a eu la crise financière qui est arrivée, on parlait beaucoup des subprimes, des CDS, je comprenais pas du tout le monde dans lequel je vivais, avec tout ce qui se passait à la télé, ce qu'on voyait dans l'Express, Le Point. Et donc, je me suis dit, mais je veux vraiment comprendre. J'ai la chance d'être dans une école de commerce généraliste, donc j'ai fait une spécialisation finance et j'y suis allée à fond. Vraiment à fond, c'est-à-dire j'ai profité du double cursus universitaire que propose le DC avec l'université de Cergy-Pontoise en finance sur une formation gestion des instruments financiers, partenariat avec Deloitte
et j'ai eu la chance d'intégrer le cabinet Deloitte où j'ai fait presque 4 saisons, donc sur l'audit du CAC 40. Carrefour, c'était quand même des gros chiffres, on parle de 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc enfin une frénésie que je recherchais. Mais au bout de 4 ans environ, j'étais épuisée. Vraiment, j'étais vannée et je me suis dit: «Mais j'ai que 25 ans et je suis complètement épuisée». Donc j'ai eu Ah oui, l'opportunité de effectivement, le burn-out à 25 ans, c'est pas commun. J'ai une première question dans votre parcours, Marie, c'est voilà, vous étiez quand même dans des superbes maisons que connaît bien Laurent, évidemment, un Cartier, Hermès, et tout à coup, vous faites un virage presque déjà à 180 degrés. On est en plein dans le luxe, voilà, quelque chose d'assez glamour finalement, et bam, vous rentrez dans la finance. Vous avez parlé, hein, les CDS, le subprime, etc. Quelque chose d'assez austère. C'était vraiment une volonté, vous, de comprendre qu'est-ce qui a motivé ce changement? et en fait, c'était, je l'avais un petit peu évoqué, c'était vraiment, comprendre, je voulais pas me spécialiser, parce qu'une fois qu'on se spécialise, pour, ceux qui nous entendent, je dirais, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, dans sa carrière, plutôt prendre quelque chose de plus général et ensuite, se spécialiser. Et en fait, par rapport à votre question, pourquoi la finance? Parce qu'aussi ça avait un côté, assez glamour, voilà, finance, on pense, on en reparlera peut-être plus tard avec tout le monde. Mais voilà, salaire, j'ai doublé mon salaire en 5 ans. Je savais que dans le monde du luxe, c'était difficile de doubler son salaire en 5 ans. Donc c'était ça aussi, pour être honnête, qui m'attirait, c'était le côté, salaire. Et puis je me suis rendu compte, on en reparlera aussi peut-être plus tard, mais qu'avoir comme moteur uniquement, le salaire et l'argent, on peut pas vraiment être, épanoui, dans son métier. Ouais, ça parlera sans doute à beaucoup, ou peut-être pas, ceux qui se posent la question. En tout cas, c'est déjà un bon aperçu. Alors, comment justement on voit votre environnement là à l'écran pour ceux qui nous regardent? On voit des bouteilles derrière vous, champagne. Là, on a l'impression quand même que vous êtes revenu dans cet univers un peu quand même luxe de champagne. Voilà, c'est quand même ça a une image très luxueuse. Ouais, tout à fait. Du coup, c'était, vraiment le meilleur poste pour moi pour allier cette, double, compétence, l'univers du luxe, le French know-how, et le côté gestionnaire, et puis revenir à mes premiers amours qui étaient, l'entrepreneuriat. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu confiance en moi, comme, d'autres invités autour, de cette table ronde pour me lancer juste après, en fait, et lancer mon entreprise ou faire une reprise d'entreprise. Voilà, je voulais vraiment être rassurée, en avoir sur le CV pour prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, avoir l'opportunité de mêler les 2 univers, voilà, ça a du sens. Très bien. On va revenir à vous dans un instant. Bah, tiens, justement, vous avez fait une excellente transition. On pourrait aller vers le luxe avec Laurent, mais vous avez parlé d'entrepreneuriat. On va tout de suite rejoindre Antoine. Antoine qui va nous parler de son parcours. Alors vous, Antoine, vous n'avez pas eu peur, c'est-à-dire que vous avez sauté dans l'entrepreneuriat, et ça alors même que vous aviez démarré l'école. Alors si, j'ai eu très peur et je l'ai toujours d'ailleurs, mais en tout cas, en effet, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je venais d'avoir mon bac, donc j'avais fait pas mal de concours pour avoir, différentes écoles et j'ai été très rapidement attiré par l'EDC qui, à l'époque, on en parlait avant, s'appelait l'École des dirigeants et créateurs d'entreprise, pour justement, en fait, avoir une sorte de cadre, enfin l'entrepreneuriat m'a toujours attiré et cette école, de ce que j'ai pu voir à l'époque, pouvait me fournir un cadre dans lequel je pouvais prendre des risques, tenter des choses. Et puis après, au pire, parce qu'il y a toujours un raisonnement rationnel derrière, c'est un entrepreneur avant de se lancer, il se dit toujours: et si j'y arrive pas? Ben, si j'y arrive pas, il y a aussi le fait d'avoir un diplôme et de pouvoir, au pire, enfin au pire, c'est mon point de vue, aller en salariat. Le diplôme est très important en France, on le sait, c'est vraiment le sésame pour rentrer dans des boîtes plus ou moins grosses, évidemment. Alors, tiens, on passe du champagne à la vodka, si vous le voulez bien. Euh, on est presque à l'heure de l'apéro. En tout cas, parlez-nous de cette expérience quand même incroyable. Vous êtes étudiant donc à l'EDC Paris Business School, et en même temps, vous développez une marque de vodka. Ouais, en fait, dès que je suis arrivé, à l'école, bon, j'ai vu déjà qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des projets entreprises, donc souvent des gens un peu plus âgés dans les générations au-dessus, aussi plein d'alumni. Et en fait, j'ai rencontré une personne, à l'école qui s'appelle Romain, avec qui on a très rapidement décidé de se lancer.
de créer une marque de vodka. Et c'était la première année, ça. Et donc, ça s'appelle Décision Vodka pour ceux qui veulent la goûter. Elle existe toujours. Et enfin, c'était assez incroyable, quoi. Pendant 2 ans, on a fait ça. On avait nos bouteilles de vodka. On allait les vendre à Paris on tentait de les vendre du moins dans des bars, etc. On a sponsorisé le gala de l'EDC. Geoffrey, qui est un des invités, on était au gala avec lui ensemble et il y avait de la décision qui coulait à flot. Bon, ça n'a pas été un succès financier, mais ça a été une expérience incroyable parce que, en fait, dès le départ, je me suis trompé, on a fait des erreurs et comme je le dis aujourd'hui à tous les gens qui m'entourent, l'échec, c'est quand même le meilleur moyen d'apprendre en entrepreneuriat. Et le l'EDC a été très, très, très aidant à ce niveau-là parce qu'il a fourni un cadre, encore une fois, des profs qui s'y connaissent et qui nous ont aidés, même si on n'a pas réussi. Ouais, alors ça, c'était première expérience, on peut vous qualifier de serial entrepreneur, là, puisque vous démarrez donc très très jeune. Et après, la suite du parcours, c'est quoi? Alors ensuite, moi j'ai fait un M1 et M2, donc Master 1, Master 2, dans un tout nouveau master qui venait de sortir, qui est le Master Innové. Je suis désolé, je me rappelle jamais du nom, mais c'était un double diplôme avec une école d'ingénieur à l'EFRAY, qui existe toujours. Et en plus, on était en alternance. Et en fait, donc j'ai été recruté dans une start-up, un milieu qui m'attirait beaucoup, une des toutes premières startups de The Family, pour ceux qui connaissent ou qui connaissaient, une startup digitale dans le monde de l'immobilier. J'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai trouvé ça absolument incroyable, le milieu des startups. Et du coup, à la fin, j'ai voulu, mon patron avait tellement été bon que j'ai encore voulu créer une autre boîte à laquelle je suis toujours, qui s'appelle Abrico, dont je suis toujours à la tête aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Bon, un mot justement de cette dernière expérience là qui est en cours, Abrico, c'est quoi? Et alors, à la base, donc ça fait 4 ans que j'ai créé Abrico. À la base, ça l'est toujours, c'est un service de rencontre. Donc, je m'adresse un peu à cette génération dont je fais partie. J'ai peut-être d'ailleurs créé le service pour moi. C'est l'AC des applications de rencontre. Et ça, c'est vraiment cette espèce de vision qui est chevillée au corps depuis le départ. C'est aider les célibataires urbains, ceux pour qui travaillent beaucoup, à réellement trouver la bonne personne. Au début, c'était une application de rencontre. Après, pour ceux qui nous écoutent, l'entrepreneuriat, ce qui est intéressant, c'est que quand on se lance avec une idée A, elle reste l'idée A pendant environ 2 jours. Ça devient une idée B, C, D, E. Le seul truc qui reste, c'est la vision. Et donc aujourd'hui, on dépoussière en fait un très très vieux service. C'est presque un gros mot quand je le dis, c'est l'agence matrimoniale. Je vais l'adapter pour une population plus jeune et je vais surtout y injecter pas mal de technologies pour rendre l'accompagnement efficace, ce qui manque un peu, selon moi, aux agences matrimoniales traditionnelles. Donc Abrico, c'est une agence matrimoniale nouvelle génération. Ça marche bien aujourd'hui, 4 ans après le lancement et peut-être ça n'a jamais aussi bien marché. Ouais, ça n'a jamais aussi bien marché. Alors, il y a eu des difficultés avec le Covid. Il a fallu pivoter à un moment, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Ça a été une décision aujourd'hui que je ne regrette absolument pas parce que au bout de 3 ans, ça y est, on a atteint la rentabilité. Après, on a fait pas mal de levées. On a fait 2 levées. Donc, la dernière, c'était de 800 000 €. On apprend aussi que la levée, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi, et que la rentabilité est le plus important. Donc ça va faire 1 an et demi qu'on est purement rentable et qu'on est dans une phase de croissance très intéressante. Ok, on va revenir dans un instant sur votre expérience. En tout cas, on voit déjà 2 expériences assez différentes, avec des aspirations aussi différentes. Tiens, vous avez évoqué Geoffrey tout à l'heure, Geoffrey Kogis. Alors vous êtes Content Team Leader chez Arturing, Geoffrey. Donc à peu près les mêmes promos, tu as dit, mais Antoine, c'est 2016. Geoffrey, vous êtes le Benjamin de l'équipe, en tout cas pour ce soir, promo 2017. On a commencé ensemble en 2016 et après malheureusement j'ai fait mon mémoire moi en 2 ans. Je me fait diplômer en 2017. Très bien. Alors racontez-nous justement déjà le choix de l'EDC. Vous n'êtes pas forcément parisien. Comment vous avez atterri à l'EDC Paris Business School? Alors non, effectivement, moi je suis troyen de base, à 1h30 de Paris. Et j'avais un copain qui était dans la promo au-dessus et qui était à l'EDC. Et à l'EDC, il y a cette mission com où on nous envoie en province faire un peu les évangélistes et parler de l'école. Et il était venu dans mon lycée et elle m'avait dit, en te connaissant, l'EDC t'irait très très bien. Et donc du coup, j'ai demandé à mes parents d'aller à l'EDC. Et mes parents m'ont dit, d'abord tu passes le concours de l'ESC3, ensuite l'EDC.
Et si tu as une meilleure note à l'EDC, on t'envoie à Paris. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'EDC Paris. Super. Du coup, pas de déception, ça cadrait avec ce que vous avez dit votre copain ou votre connaissance? Totalement, totalement. Lui, il était, vous savez, vous avez tous fait l'EDC, hein, donc du coup, le polo Vicomte Arthur sur les épaules tous les jours, le pull du BDS. Il m'avait vendu ça comme une famille où je trouverais mes meilleurs amis et où je suivrais des cours intéressants. Et il m'a pas menti, hein, j'ai mes meilleurs amis là-bas, j'ai suivi des cours intéressants. J'aime mon job aujourd'hui et j'ai aucun regret sur mes 5 ans passés dans l'école. Alors justement, comment ça s'est passé? Donc vous avez pris votre temps, si je comprends bien, mémoire en 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fait? Parce que je crois que vous avez pas mal voyagé. Totalement. Alors, donc du coup, moi, je suis parti en Écosse en troisième année, donc à la Dundee Dundee University ou à Berkeley School, je me souviens plus exactement. Ensuite, je suis rentré, j'ai fait un master ça s'appelait IB, International Business, avec une certification supply chain et logistique que j'ai terminé à Bucarest, en Roumanie. Et après, je suis rentré et je me suis mis en quête de bosser dans l'import-export, comme mes parents. Et finalement, ça ne m'a pas du tout plu. Donc là aussi, pivot, on a vu tout à l'heure Marie, effectivement, qui avait cherché sa voie, si on peut dire, avant de rassembler toutes ces expériences en une. Pour vous, comment ça s'est passé, Geoffrey? J'ai cherché, donc du coup, en cinquième année, on fait un stage de 6 mois, le stage de pré-embauche normalement, pendant lequel on doit finir son mémoire. Il s'avère que j'ai tardé à trouver un stage et en plus de ça, j'ai pas fait mon mémoire. Et j'en reçois un mail, on recevait des mails à l'époque du service relations avec les entreprises, et je reçois un mail qui propose un stage chez Stepin, donc une application de Drive to Store, donc qui incite à aller dans les magasins et qui gamifie l'expérience dans les magasins, qui cherche un stagiaire, donc start-up digital, pour faire un peu de tout, une sorte de couteau suisse. Moi, ça m'a bien plu. Donc, du coup, j'ai commencé en stage donc avec Olivier Sarfati. Donc, j'ai fait 6 mois de stage. Il s'avère que je valide pas mon mémoire, donc j'ai la possibilité de rallonger mon stage, ce qui fait que je fais 1 an de stage chez Stepin. Et ensuite, la boîte est rachetée par les centres commerciaux Clépierre, qui ont, euh, D'accord. qui ont le centre commercial à Marne-la-Vallée. Ils ont plusieurs centres commerciaux sur la région parisienne. Et là, je découvre ce que c'est que de vendre une boîte, enfin de se faire acheter. Et sauf qu'à la fin, bah, plus de travail. Et Olivier Sarfati a un frère qui est Dan Sarfati, et donc créateur de vidéos, qui monte une nouvelle boîte qui s'appelle Arthurine, donc le community manager intelligent des TPE-PME, et qui, lors d'un dîner, me dit j'aime beaucoup ta personnalité. Est-ce que tu es prêt à démarrer une aventure? On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment ça va se passer. On sera payé au lance-pierre pendant longtemps, mais par contre, je te promets que si ça réussit, tu seras récompensé. Et donc, du coup, ça fait 4 ans et 9 mois aujourd'hui que je suis chez Arthurine. J'ai commencé en stage, stage auto-entrepreneur. Ensuite, exécutive, premier manager d'une personne, manager de 5, et là, manager de 12 personnes, France et États-Unis. Bon, beau parcours, effectivement. On reviendra à vous dans un instant. On continue le tour de table avec Nicolas Rieul. Voilà, vous êtes alors un petit peu plus d'expérience aussi. Votre promo, Nicolas, c'est quoi au DC Paris Business School? Et moi, c'est la promo 2011, donc pas très loin. On s'est vu Ouais, effectivement, c'est une école dans laquelle il y a 5 promotions. Pour ceux qui commencent après le bac, eh bien, Marie faisait partie des gens qui étaient évidemment dans les soirées étudiantes et que je peux reconnaître. Là, donc voilà, c'était la promo 2011. Bon, justement, un petit mot de ce parcours hein, que vous avez renforcé. Bah, même question, tiens, pour démarrer. Quand justement, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on avait 18-19 ans, peut-être vous aviez un bac, alors, je ne sais pas quelle couleur il était, scientifique, littéraire. Comment ça s'est passé pour vous? Pourquoi ce choix de laisser Paris Business School, Nicolas Rieul? Alors moi, j'avais un bac ES. Et je pense que ça peut rassurer beaucoup de lycéens. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je savais tout de même que si j'étais intéressé par le monde des affaires,
Mmh. Et après, il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, qui étaient la politique, mais c'est pas une. J'allais dire c'est pas un métier, mais si certains, c'est aussi un métier, mais en tout cas, c'était pas ce qu'on choisit comme école, quoique. C'est bête, il y a des gens qui font Sciences Po ou l'ENA pour faire ça. En tout cas, c'est le monde des affaires qui m'ont attiré et donc, ben voilà, j'ai fait des salons professionnels, de regarder les différentes écoles disponibles. Et voilà, ce qui m'avait attiré donc, à l'EDC, je me rappelle d'un poster, comme quoi le marketing et la communication, ça fonctionne, qui disait Entrepreneur Wanted. Donc, Mmh. cette idée de chercher finalement des profils d'entrepreneurs dans une école de commerce qui, potentiellement, la majorité des gens qui allaient sortir de là allaient devenir salariés, mais avec un ADN d'entrepreneur. Et d'ailleurs, certains ont créé leur entreprise et autour de la table, on le voit. Et d'ailleurs, peut-être Oui. qu'un jour, je rentrerai dans cette idée. Mais c'est ce qui a fait et finalement que je choisis le DC. C'est ce qui m'avait attiré. D'accord, la dimension entrepreneuriale. Alors, je crois que vous avez complété d'ailleurs le cursus ensuite. Comment s'est passé ben, justement la scolarité au niveau ben, voilà, des majors que vous choisissez du coup, il y avait une idée précise ou c'est vraiment au fur et à mesure des années que vous affinez le projet? Ouais. Alors il y a un tronc commun au départ, donc ce qui est assez rassurant quand on arrive, hein, parce qu'effectivement il y avait plusieurs années où toute la promo on est ensemble, donc on peut goûter finalement à toutes les disciplines, le droit, la finance, la comptabilité. Il y a des choses très et qui servent toujours, qui donnent des grandes bases, qui permettent de voilà des vraies bases. On va dire de gestion courante et qui peuvent d'ailleurs auxquelles je pense parfois. Et puis ensuite, j'avais tout de même du mal à me spécialiser. Hein. Donc en réalité, j'ai choisi une. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, en fait, je fais du marketing digital et donc plutôt du marketing, mais j'avais pas choisi la spécialité marketing. Qui m'attirait pas trop. J'avais l'impression que, je sais pas, c'était un milieu un peu superficiel, alors que c'est pas le cas. Et j'ai pris management international Ouais. parce que attiré justement par euh, conscience que le business et l'économie mondiale aujourd'hui, voilà, sans vraiment finalement savoir, c'est pas un métier le management international. Alors, on n'est jamais recruté pour Bon. dire pour ces raisons-là, en tout cas pas en sortie D'ailleurs, d'école. Nicolas, on vient pas vous chercher en disant tiens, on cherche un manager international en sortie d'école. Non, C'est pour vous. exactement. Pas, hein. Et puis en sortant d'école également. Et donc en réalité, je l'avais un peu choisi parce que c'était ce qui laissait le champ ouvert en fait. Le plus parce que une fois qu'on va en finance ou en marketing ou qu'on prend entrepreneuriat, voilà. Et donc c'est ce qui m'avait laissé finalement le champ le plus ouvert possible. Et c'est plutôt grâce au stage en fait et en fin d'études que j'ai précisé, en tout cas que j'ai fait mon entrée vraiment dans un secteur et le monde professionnel. Alors, secteur qui, voilà, qui vous a plu et qui vous a convaincu. Premier stage, je crois, et premier job, justement grâce au réseau ou à Alors EDC Paris oui, Business School. ouais, l'histoire est rigolote, c'est que on pense souvent au réseau ODC, cette idée de finalement ses camarades de promotion, la famille qu'on côtoie pendant plusieurs années, finalement peuvent nous accompagner toute notre vie potentiellement, et en tout cas voilà peuvent aider. Et c'est vrai, ça compte parce que moi finalement quand j'ai rejoint l'EDC en première année, et je crois que c'était lors de la réunion de rentrée vraiment la toute première, hein, celle où tout le monde est un peu timide, j'étais assis à côté de quelqu'un qui s'appelle Ulrich Rosier et avec qui on a sympathisé tout de suite en discutant. Il était, je dirais, un peu geek. Moi aussi, j'aimais beaucoup les nouvelles technologies, les gadgets. Lui, il avait déjà créé plusieurs sites internet avec beaucoup d'audience, des blogs sur les mangas. Et au cours de sa scolarité, il a même créé un site spécialisé dans les nouvelles technologies, notamment, voilà, qui s'appelait Frandroid. Finalement, en fin de parcours, vraiment en dernière année, je cherchais un stage et je crois que c'était sur Twitter, je l'ai vu poster. Il cherchait à poster une annonce de stage, voilà. Et je lui dis mais de quoi il s'agit? On a discuté. Il m'a dit bah voilà, je deviens directeur marketing d'une startup qui est spécialisée dans les apps, dans la promotion, dans la pub pour les apps. Donc c'est intéressant. C'est un camarade de promo en fait qui était parce qu'il avait créé une expérience entrepreneuriale pendant
pendant l'école, finalement, lui était directement embauché à un niveau hyper élevé en sortie d'école dans une start-up et en fait qui m'a recruté comme stagiaire. Donc c'est un camarade de promo qui m'a pris en stagiaire, lui il était en CDI. Et il se trouve qu'après il est parti pour s'occuper et développer sa société et il a très bien fait. Et moi je suis resté dans ce secteur-là. Super. Ben, voilà, comme quoi, à ce moment-là, grâce à son expérience justement d'entrepreneur, lui, il était payé, et puis vous étiez stagiaire. Voilà, à peu près à la même, dans la même tranche d'âge, on va dire. Mais bon, vous êtes bien rattrapé depuis. On va voir ça dans un instant. Je voudrais finir le tour de table avec Laurent Lamotte. Alors, promo, là, on est quoi fin des années 90, Laurent? Tout à fait, on est en 94. Donc, moi, j'ai en fait rentré à l'EDC à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc, effectivement, pour choisir mon parcours, hein, ça m'a pris 2 ans. J'ai fait un baccalauréat scientifique. Donc, suivant les recommandations de mes professeurs, je suis passé en école d'ingénieur pendant 2 ans à Lyon. Moi, j'étais en deuxième année d'une école d'ingénieur après le bac. Et effectivement, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'étudiants de mon âge, que je n'avais pas trouvé ma passion, donc j'ai essayé de trouver une passion. Et je pensais à ce que je voulais faire dans les prochaines années. Et c'est vrai que les voyages et l'international m'attiraient beaucoup. Donc j'ai eu la chance, donc, au bout de 2 ans, trouver ma passion qui était le commerce international. Donc j'ai cherché en fait une école qui était reconnue en commerce international et qui pouvait me donner effectivement la possibilité d'avoir un réseau pour entrer dans le monde du luxe, puisqu'effectivement, en termes d'industrie, j'étais assez intéressé par le monde du luxe. Donc j'ai rencontré un ancien de l'école, à l'époque il n'y avait pas Internet. Là, pour chercher une école, il fallait plutôt voir les prospectus et discuter avec des anciens. Donc j'ai rencontré un ancien qui m'a parlé de l'école. J'ai ensuite regardé l'annuaire des anciens. J'ai vu que l'école était assez bien positionnée, on va dire, en termes de réseau dans le luxe. Et de fait, elle l'est toujours. C'est, je pense, une des top 2 écoles reconnues dans le monde du luxe. Donc effectivement, au bout de la deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai postulé à l'EDC, je suis rentré. Et j'ai jamais regretté ma décision sur les années qui ont suivi. Oui, en effet, Laurent, parce que autant voilà, l'ingénieur s'est retrouvé à l'EDC Paris Business School, mais ensuite, vous avez vraiment coché ces cases tout au long de votre parcours, on va le voir, puisque que ce soit le luxe ou l'international, vous en êtes pratiquement jamais sorti depuis cette époque-là. Alors effectivement, j'ai fait la spécialisation commerce international, donc je voulais commencer à l'étranger. Donc à l'époque, pour commencer à l'étranger, effectivement, c'était mieux de partir déjà à l'étranger et puis de faire un double cursus. Donc j'ai postulé à plusieurs universités aux États-Unis. J'ai fait un MBA en fait au Texas, dans une petite ville mais une grande école qui est Texas A&M, donc à College Station qui est entre Houston et Dallas. Donc j'ai fait un MBA qui m'a permis effectivement par la suite de commencer effectivement une carrière aux États-Unis. Donc j'ai eu la chance de commencer dans le luxe directement chez Cartier, donc à Miami. J'ai travaillé pendant 2 ans. Après cette expérience chez Cartier, j'ai été envoyé au Venezuela. C'était peut-être les meilleures années de ma vie, puisque c'est un pays que je connaissais déjà. C'était même le premier pays que j'ai connu quand j'étais gamin. Donc, j'ai fait 5 ans au Venezuela, à une époque qui était assez glorieuse au Venezuela. Donc, j'ai connu effectivement une expérience assez intéressante chez Cartier au Venezuela. Et donc, en 2002, je décide de revenir en Europe. Toujours dans le cadre international, j'ai travaillé pendant pratiquement 3 ans dans les parfums pour Yves Saint Laurent Beauté, qui était effectivement à l'époque partie du groupe Kering. Et donc j'ai travaillé sur une zone en tant qu'area manager export, sur une zone que je ne connaissais pas et qui est une zone fantastique, qui est le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Ensuite, j'ai eu une expérience dans le Champagne comme Marie sur différentes zones qui englobaient l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe. Et j'ai eu la chance de pouvoir, toujours dans l'optique de revenir à l'international, d'aller au Panama pour une société qui est le groupe pour Longines, donc en 2006. Et depuis, je suis effectivement pas revenu en France. J'ai eu plusieurs expériences en fait au Panama, dans différentes industries, aussi bien les parfums que le monde de fashion, et également une expérience à mon compte en tant que, toujours dans le domaine du commerce international, consultant de marque. Et je suis revenu effectivement en Europe il y a un peu plus de 3 ans pour Swatch. Et j'habite en Suisse, à côté de Berne, entre Berne et Neuchâtel, dans la ville de Bienne. Voilà, qui allie luxe, commerce international, on l'a vu. Alors, je voudrais qu'on passe à la deuxième grande partie, c'est le rôle du recrutement. Alors,
pas le vôtre, puisqu'on l'a un petit peu évoqué. D'ailleurs, on voit quelques points communs, hein. Déjà, je pense, comme beaucoup d'étudiants, pas forcément d'idées préconçues quand vous démarrez le DC Paris Business School. L'envie d'ouverture des majeurs, que ce soit dans le luxe ou le commerce international, qui vous ont attiré. Ça, c'est les points communs. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si vous êtes en position, je parle peut-être aux plus jeunes ou ceux qui sont en capacité, d'investir vous aussi sur des talents, on sait qu'on est en ce moment en pleine guerre des talents. On va commencer avec vous, Marie, puisque vous êtes co-dirigeante de Champagne l'Allemand National. Est-ce que vous serez encline à justement choisir un profil EDC, Paris Business School, si vous en voyez passer? Oui, totalement, EDC, ou Sud de Luxe. Après, c'est vrai que dans le monde du champagne, c'est le monde agricole, viticole, donc la première difficulté qu'on a, c'est de recruter, des vendangeurs, c'est de recruter, des viticulteurs, parce que, sans raisin, il y a pas de champagne. Alors bien évidemment, il y a j'aimerais pouvoir recruter, quelqu'un sur le marketing pour m'aider sur le no-tourisme également, et aussi sur ce côté finance, parce que du coup c'est moi qui fais la comptabilité sur toute l'année. J'ai 500 factures à saisir toute seule, enfin bref. Donc c'est pour ça que le DC, ça m'intéresserait d'avoir quelqu'un un peu pluridisciplinaire pour ces tâches-là. Mais c'est vrai que il y a une perte de vitesse sur les métiers viticoles, c'est pas assez valorisé. À l'époque, les vendanges, tout le monde voulait les faire. On déjeunait ensemble tous les midis pendant 10 jours. Maintenant, les gens préfèrent ne pas déjeuner le midi, par exemple, pour avoir 3 ou 4 euros de plus par jour. Donc, je pense que oui, j'aimerais bien recruter quelqu'un qui m'aiderait à valoriser en fait ces métiers-là, faire de la communication. Quand je fais des posts Instagram, honnêtement, moi, ça me prend peut-être 30 minutes pour faire une musique, pour faire un beau décor. Et les gens qu'on avait recrutés là pour les vendanges qui ont entre 18 et 22 ans, ils me faisaient des choses en 5 minutes. Donc oui, pour cet aspect communication, et aussi pouvoir accueillir des touristes étrangers, donc quelqu'un qui parle anglais ou qui veut faire des efforts et être motivé pour parler anglais, parce que ma stratégie aujourd'hui, on a un pilier qui est vente de raisins en négoce comme Moët, Tétinger et Bollinger. Ensuite, la vente de bouteilles sous notre nom, et le troisième pilier, face à la crise du dérèglement climatique sur le raisin, c'est de chercher un autre chiffre d'affaires sur le no-tourisme. Et donc quelqu'un aussi qui pourrait ne pas avoir fait une école hôtelière, mais être sensible à justement ce French Noah dont je parlais tout à l'heure. Du coup, Marie, vous pourriez commencer par un ou une stagiaire pour vous aider sur ces nombreuses Tout à missions. fait. Tout à fait, Bon. stagiaire ou même en alternance. Je trouve que l'alternance, c'est aussi pas mal. J'ai fait de l'alternance moi-même. Donc là, on avait parlé du réseau EDC, mais c'est vrai qu'aussi la vie associative, moi, ce que je regarderais sur le CV du candidat, c'est bien évidemment peut-être sa majeure, et encore, mais aussi la vie associative. Si j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage chez Cartier, c'est parce que on est sélectionné après sur aussi ce qu'on peut apporter nous à l'école. L'école nous apporte quelque chose, mais nous, qu'est-ce qu'on apporte à l'école? Donc notamment, Nicolas avait mentionné qu'on s'était rencontrés, on se voyait souvent, c'est normal en soirée étudiante, quand on pouvait sortir. Le Covid n'existait pas en 2010-2011, mais on s'est surtout connus aussi en junior entreprise, qui sont vraiment des catalyseurs pour les entrepreneurs, où le DC défendait très bien ses couleurs. On avait gagné le label commercial, je me souviens, vers les années 2010, face à d'autres écoles de commerce. C'est un maillage d'environ 150-140 juniors entreprises en France, entre juniors entreprises ingénieur, commercial, etc. Donc je regarderai aussi sur le CV l'engagement dans la vie associative. Tiens, Nicolas, justement, je vous passe la parole, même question, hein. Alors vous, en tant que directeur général, maintenant, peut-être que ce sont des positions ou des postes plus élevés dont vous avez besoin, mais est-ce que potentiellement un candidat, voilà, dans le parcours, vous verriez EDC Paris Business School, ça a attiré votre attention? Moi, j'ai pu recruter plusieurs EDC
sur ces 10 ans de carrière. Alors c'est vrai que c'était beaucoup, plus dans les 6 premières années, parce que forcément, quand on rentre dans la vie professionnelle, on manage une équipe pour la première fois, donc souvent c'est des stagiaires qu'on recrute, ensuite des alternants, etc. Et du coup, on a tendance à se tourner, à penser à envoyer l'annonce à l'école. Et donc forcément, on a des profils qui tombent. Et donc quand ça match, on est hyper content. Et ça s'est toujours très bien passé. J'ai encore en tête des gens dans mon secteur, David Lorgis, qui est chez un grand groupe de communication qui s'appelle Denso aujourd'hui, Florian Marcus aussi, et plein d'autres que j'étais ravi de pouvoir recruter, puis après voir voler de leurs propres ailes. Donc c'est un peu moins le cas. En tout cas, aujourd'hui, même si on pourrait croiser des gens qui sont dans mon secteur. Alors en général, quand ils sont dans mon secteur, c'est-à-dire le marketing digital, du coup je les connais maintenant plus, mais oui, disons qu'il y a une attention, un regard particulier. Après, dans des entreprises, c'est le business first. Entre deux candidats, on va prendre le meilleur. Donc voilà, mais il y a cette, en tout cas, bienveillance, un regard sur le CV parfois quand il y en a des centaines. Bien donner sa chance. Et puis surtout, voilà, je pense que c'est la sortie d'école qui est important, que ce soit mon cas ou que ce soit le cas de beaucoup de gens globalement. Cette première expérience, ce premier emploi, il vient souvent d'un stage, d'une alternance. Et ça compte beaucoup, et s'appuyer sur le réseau, c'est très important. Donc le conseil là, en aparté pour ceux qui peut-être se posent la question, qui nous regardent ce soir, c'est de dire attention, l'école c'est bien, mais le stage, aussi le choix du stage, extrêmement important pour la suite. C'est ça qui va être regardé par votre futur patron. Absolument, c'est la façon de rentrer dans le monde professionnel aujourd'hui. En réalité, c'est rare quand même d'être embauché après une école en CDI immédiatement. C'est souvent via un stage, et en réalité les entreprises ne souhaitent que ça. Quand ça se passe bien, en fait, on se dit on a la personne qui est là, c'est parfait. Je suis sûr, j'ai même pas besoin de période d'essai, parce qu'en fait je sais que ça va continuer, et ça serait bête que cette personne parte. Donc pour ça qu'il faut tout donner. Donc oui, évidemment, c'est le conseil. Après, il faut pas hésiter à jouer la carte réseau. Quand on voit que la personne a fait la même école, envoyer un petit message sur LinkedIn pour dire d'ailleurs on a fait la même école. Je trouve que c'est toujours, ça crée quelque chose en commun. Mais et c'est comme quand on vient de la même ville, quelqu'un vient, je sais plus qui venait de Troyes tout à l'heure. Quand on dit on vient de la même ville, tout de suite les gens ça crée du lien. On cherche toujours à avoir créé du lien autre. Et du coup, ça compte. Voilà, et n'oubliez pas qu'il faut aussi solliciter, être bien targeté, peut-être sur certains réseaux professionnels, les gens, effectivement, avec qui vous pouvez avoir déjà des affinités. Antoine Géraud, chez Apricot, vous nous avez dit, voilà, ça y est, vous êtes à l'équilibre, même positive, après 2 levées de fonds. Du coup, vous embauchez, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est des profils tech, ou est-ce que vous aussi, vous pourriez être amené à avoir des stagiaires ou des futurs employés venant de l'EDC Paris Business School? Oui, alors d'abord, juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, ce qui est marrant, c'est que une des personnes qui l'a cité, Florian Marcus, c'est un super pote à moi. Et justement, quand les premières années, quand on voyait Flo qui nous disait ouais, je me suis fait recruter par un gars, ça se passe super bien, je gagne bien ma vie, tout ça, et un mec de l'EDC, on disait ouais, c'est trop cool. Et je pense qu'il y a le bruit quand même qui court autour, et ça donne une très bonne impression aux personnes qui connaissent pas l'EDC, parce que ça donne une idée de cohésion, de solidarité, et aussi aux personnes dont moi, où justement, je me disais, tiens, je pourrais peut-être faire pareil. Et justement, j'ai fait pareil. En fait, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, moi, j'ai reçu un CV d'une fille, donc Camille, qui est pour un stage de 6 mois, donc le stage de pré-embauche chez moi. Et en fait, tout de suite, quand on s'est vu, quand on se voit 2 personnes de l'EDC, c'est comme si on se regarde, on fait, tu sais. Et il y a un petit truc qui se crée, quoi. Il y a quelque chose, on sait d'où elle vient, la personne, elle sait d'où je viens, donc ça crée quand même quelque chose d'assez fort. Et puis surtout, moi, je pense que les gens de l'EDC, il y a quand même une grande qualité que j'ai reconnue, c'est plein de défauts, hein, mais la grande qualité, c'est que c'est globalement des gens très démerdards. Et ça, moi, c'est une qualité que personnellement j'aime beaucoup. Décrivez-nous justement qu'est-ce que ça veut dire débrouillard dans le business, quoi, parce qu'on peut voir ça au sens commun, mais Ouais. voilà, en entreprise, comment ça se traduit?
Je pense qu'il faut comprendre le contexte EDC, il faut qu'on soit honnête. Quand on va dans cette école, on n'y va pas parce qu'on est les meilleurs du lycée, etc. C'est une école qui est bien classée, mais ça fait pas partie de l'élite comme HEC, le SCP, etc. Donc ça, je pense qu'on l'intègre assez rapidement quand on arrive dans l'EDC. Et du coup, il y a une forme de bon, ok, on n'est peut-être pas les mecs ou les nanas les plus bosseurs, ou en tout cas pas forcément les plus bosseurs, mais les plus doués en cours, mais on est justement bosseurs et on va se démerder, on va arriver à notre but de manière un peu différente. Ça peut être la tchatch, ça peut être au contraire avoir une sorte de sens politique, savoir créer un réseau, savoir se faire aider par les autres, etc. Donc c'est un peu ça que j'appelle la démerde, c'est-à-dire quand on a un but, c'est y arriver, peu importe les moyens, tant que ça reste bien entendu éthique. Et donc cette personne que j'ai pris en stage, bah, elle correspondait totalement à ça. Ça m'a beaucoup plu. Donc bosseur, humble, qui avait vraiment envie d'apprendre. Et donc justement, on est en train de négocier, on est en train de discuter pour un CDI. Après, c'est pas parce que c'est une personne de l'EDC que faut se coucher à la négo, hein. Mais en tout cas, moi j'étais hyper content et ouais, j'espère pouvoir le refaire à terme, quoi, sur certains postes. Très bien. Geoffrey, coach Gilles, même question. Vous avez dit maintenant, vous avez commencé à manager une personne vous-même, une personne, 5, aujourd'hui plus peut-être. Comment ça se passe? Vous seriez en capacité, vous recruteriez des EDC, des alumni? Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. J'ai reçu un message, un email LinkedIn hier de Linda, donc qui travaille à l'EDC et qui s'occupe de la relation avec l'entreprise, et totalement enclin à embaucher, enfin déjà à rencontrer des EDC. Moi, je rejoins Antoine, tu sais, parce qu'on est de la même promo, mais sur le côté, mais je vous l'avais dit ça tout, Fabrice, les EDC, vraiment, ils se démerdent. C'est des têtes bien faites. Et donc, du coup, enfin, on s'adapte assez rapidement. Je sais pas à quoi c'est dû, hein, mais c'est peut-être que à l'école, on a dû s'adapter, on a dû aller chercher, on a dû aller creuser. Et je trouve qu'un EDC, il fait carrément le poids face à quelqu'un qui aurait fait une meilleure école. Après, moi, je prends pas non plus des HEC sur le marketing digital, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir fait les 3 grandes écoles pour travailler dans notre domaine. Mais je suis quand même plus enclin à écouter et à rencontrer un EDC qu'une autre école. Enfin, je lui accorderai un crédit différent. Ok, à cause du système D, justement, vous me disiez, par exemple, vous avez fait pas mal de business développement, il fallait créer des outils, il fallait chercher, il n'y avait pas forcément de mode d'emploi et vous aviez réussi. C'est un bon exemple, vous pouvez le citer? Bah, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même bossé du coup, dans la fin d'une première startup et le début d'une deuxième. Donc, on est quand même très rapidement ce qu'on appelle un couteau suisse. Et donc, j'ai fait du business dev, de la facturation, de la qualif de lead, de la création de contenu, de l'animation de réseaux sociaux et tout ça en sortie d'école. Et c'est des choses qu'on a peut-être appris à l'école, mais bah, du coup, j'étais en classe avec Antoine, mais on n'en sort pas forcément avec énormément de théorie. Et je trouve que pour autant, quand on est dans la pratique au travail, on arrive à le faire. Là, comme vous disiez, BizDev, bah, pour aller démarcher des prospects, j'ai dû trouver des combines alors que j'avais jamais fait de BizDev de ma vie. Je suis pas non plus un gros hacker. Et pour autant, j'ai de la curiosité, j'ai toujours été curieux, mais 2 fois plus, enfin, je pense que je le suis encore plus devenu à l'EDC. Du fait qu'on puisse partir à l'étranger, qu'on puisse faire des masters différents, qu'on rencontre quand même pas mal de personnes. Et donc, du coup, ouais, on devient assez débrouillard dans cette école. Bon, bah, du coup, ça donne pas mal d'idées, beaucoup d'informations là pour effectivement tous ceux qui s'intéressent à leur cursus de demain en tant que, bah, voilà, même si on n'est pas le premier de la classe, ben voilà, c'est une super école et puis que c'est aussi l'école de la débrouille. Laurent Lamotte, qu'est-ce que vous en pensez là de ces témoignages justement? C'était déjà au siècle dernier, comme disent les ados, c'était déjà le cas? Ben, tout à fait. Moi, en fait, j'ai trouvé mes 2 stages d'école grâce à des anciens. Donc, j'ai fait mon dernier stage d'école au Venezuela, d'ailleurs, dans la banque, grâce au seul ancien à l'époque qui était au Venezuela. Donc, forcément, dans les 28 dernières années, j'ai été beaucoup en contact avec les EDC. Et de fait, j'ai toujours cotisé. Il n'y a pas eu une année pour laquelle j'ai pas cotisé à l'association des anciens. Donc forcément, j'ai dans le luxe l'opportunité de croiser beaucoup d'anciens de l'EDC.
Alors à l'international, c'est vrai que le diplôme compte moins, surtout sur la zone Amérique. Donc c'est plutôt l'expérience professionnelle, la personnalité qui font la différence dans le dernier entretien. Mais c'est vrai que pour avoir le premier contact avec quelqu'un, avec un recruteur, avec une société, c'est bien d'avoir un lien commun et le fait de partager cette école est quelque chose d'important. Et surtout sur les dernières années, parce que l'école a beaucoup évolué depuis toutes ces années. Et c'est vrai que le cursus maintenant est de plus en plus basé sur l'entrepreneuriat. Et j'adore les candidats qui sont passés par l'entrepreneuriat, notamment ceux qui sont passés par l'entrepreneuriat, qui n'ont pas réussi, qui reviennent dans le corporate. Ils reviennent dans le corporate en fait avec un mindset, avec un état d'esprit d'entrepreneur. Et ça fait les meilleurs employés parce que ça fait vraiment en termes de processus de décision, de flexibilité, de gestion des fonds de la société. Ce sont des candidats qui reviennent dans le corporate avec, on va dire, une certaine humilité et avec une vision des affaires qui est complètement différente. Donc oui, effectivement, je recruterai avec plaisir des candidats comme ça, qui sont passés par l'EDC, qui ont été un peu démardards, on se sont mis à leur compte, on fait des projets, on a appris un peu sur le terrain en se retrouvant tout seul dans un projet. Et forcément, ce sont des candidats qui sont parfaits pour des postes, on va dire, évolutifs. Ouais, on le disait tout à l'heure, hein, l'EDC, voilà, on cite souvent les acronymes, mais à l'origine c'est l'école des dirigeants et créateurs d'entreprises. Ben, je dois dire que en vous écoutant, ça se sent hein, cette ambition, en tout cas cet ADN d'entrepreneurs les uns et les autres, même quand on reste dans des grosses boîtes, on sent qu'effectivement on a envie d'avancer et de créer, de développer son business. Tiens, justement, il nous reste quelques minutes, si vous voulez bien, je voudrais avec vous faire un petit pas de côté et après avoir décrit vos parcours, se poser la question du sens. Hein. Je pense que c'est très important pour tous ceux qui se disent aujourd'hui, bah, tiens, je vais commencer une carrière, comment je fais, qu'est-ce qui m'anime. On a vu les uns les autres que, à part peut-être Antoine qui était très déterminé déjà, bah, c'est pas toujours évident quand on a 18, 19, 20 ans. Qu'est-ce On commence avec vous, Marie, parce que vous nous avez dit tout à l'heure, bah voilà, moi j'ai fait finance pour gagner, je bien gagner ma vie, mais au bout de 4-5 ans, je ne trouvais plus mon compte finalement. Pour vous, la recherche de sens, c'est quoi? Et est-ce que vous êtes aujourd'hui en cohérence finalement avec ce que vous attendiez? C'est une très bonne question parce que, en fait, le monde, change tout le temps. Notre quête de sens, bah, en 2010, ça va être peut-être, sur un certain faisceau, puis dans 10 ans, ça va être autre chose ou même moins de 10 ans, comme j'ai pu l'expliquer. Donc finalement, moi, après, c'est de mon expérience, voilà, de mon expérience, hem, hem la quête de sens aujourd'hui, je la trouve parce que, voilà, pour la transmission, l'héritage, du vin, ça fait des milliers d'années que voilà qu'on fait du vin et je forme des gens du coup, des étudiants, bah, du master, je sais plus comment il s'appelle exactement parce qu'il a un nom assez long, je crois que c'est Global Luxury Brand, Management de Subdeluxe. Donc il y a une vingtaine d'étudiants. Là, ça va être la deuxième année qui viennent se former une journée sur le commerce du vin, voilà, l'export dans le Mhm. vin, et puis maintenant le SCP sur le MBA Food and Beverage. Donc ils ont un campus à Turin pour les vins italiens, petit prosecco, et pour la partie champagne et vin, ils sont à Paris. Donc pour la deuxième année aussi, je les forme. Donc là, ça a du sens de transmettre à la nouvelle génération des choses durables, des choses qui ont existé depuis des millénaires et ne pas perdre ça. Voilà, sur la France, on a le vin, on a le luxe, et essayer de garder cette force-là. Donc cette quête de sens, je la trouve dans cette transmission. Et puis aussi, par rapport, au dérèglement climatique, bah, ça existe pas qu'à New York, par exemple, des inondations ou les feux de forêt, au Canada ou en Australie. Nous, on le voit dans le vignoble. Là, l'année dernière, bah, enfin, cette vendange-là, en septembre, on a perdu 75 de la récolte parce que, en avril, on a eu, du gel alors qu'au mois de mars, il faisait chaud.
Puis en juin, juillet, il y a eu des pluies, des inondations à Reims. Donc le champagne, ça vient du raisin qui est un fruit qui a besoin de soleil en juin, au mois de juillet. Donc il y a eu énormément de pourris ou alors de gel. Et donc ensemble, la Champagne et Comité Champagne réfléchit au monde de demain. On est vraiment liés aussi à l'agriculture sur des problématiques de comment avoir du rendement, mais avec moins de produits chimiques. Donc pour moi aujourd'hui ça fait du sens de dire comment est-ce qu'on va répondre à une demande mondiale. On a besoin de 300 millions de bouteilles chaque année à exporter. Le négoce a besoin d'acheter aux petits producteurs voilà des raisins. Et comment est-ce qu'on peut avoir une croissance illimitée à un moment donné avec des ressources limitées que la terre nous donne. Donc oui, ça fait du sens. Tous les jours ça fait du sens. Et notamment avec le réchauffement climatique, hein, est-ce qu'on fera du champagne demain, enfin dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Pas évident. Bon, on espère que vous trouverez la solution, Marie. En tout cas, on est loin hein, des comptes de résultats et des audits de Tout à certains fait. cabinets. Là, on est sur quelque chose de pratique. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi pour les rassurer. Voilà, ils savent pas forcément quoi faire. On a un schéma par nos parents ou les conseils d'orientation, allemand première langue, bac scientifique. Donc moi, j'ai fait allemand, j'ai fait latin, j'ai fait bac scientifique, enfin tout ça, tout ça. Et puis finalement, je veux dire, il y a pas on parlait des écoles 3 parisiennes, par exemple. On peut, arriver à s'épanouir, dans la vie, en ne pas f en n'ayant pas fait ce schéma, académique, strict, par exemple. Donc je pense qu'on en est tous Bah, bien la sûr. preuve. Et pour rebondir sur ce que disaient, donc Geoffrey et Antoine, il y a sur ce comportement EDC, et c'est vrai qu'on a une fibre, on a un véritable ADN, on va dire de perspicacité sur, les nouvelles tendances. Justement, on est plus dans la création, et à l'écoute, du marché et des nouvelles tendances pour faire notre business. Tiens, on les fait réagir nos amis. On démarre avec Geoffrey, justement. Vous aussi, c'était important de trouver votre voie quelque part. Donc là aussi, vous avez cliqué, même si c'est plus récent. Aujourd'hui, je crois que ça se passe bien. Vous allez au boulot content. Totalement. J'aurais pu prendre la voie de ma famille et avoir un travail très rapidement donc dans l'import-export, mais pas forcément être content de cela. Et je me suis assez rapidement dit quand même, parce que j'étais en process avec Saint-Gobain et je sais plus quelle autre boîte, de non, j'ai pas envie de travailler là-dedans, je préfère ne pas avoir de stage, de faire d'études que de choisir cette voie-là. J'ai eu l'opportunité finalement de la startup et aujourd'hui, je vais au travail avec le sourire. Il est super important. Euh, c'est pas non plus un travail passion parce que mes passions ne sont pas dans le marketing digital, bien que j'adore ça. Mais aujourd'hui, je vais au travail en me disant top, ça va être encore une journée différente. Je vais encore découvrir des choses. On me parlait de trouver ses copains à l'école. Bah, moi, j'ai retrouvé une nouvelle famille encore au boulot. Ça fait quand même 5 ans que j'y suis. On était 7 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, on est 200. Enfin, 180. Et c'est quand même c'est très important pour moi aujourd'hui de se lever le matin et d'aller au travail en ayant le sourire. Ça, c'est vrai que c'est presque indispensable. Quand on est entrepreneur, Antoine, on n'a pas le choix. La patate, la banane, il faut l'avoir un peu tous les jours. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? J'ai l'impression que c'est presque plus simple quand c'est dès le début qu'on veut être entrepreneur. Bah, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que bon, déjà, j'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui, donc je regrette pas mes choix, mais il faut bien être conscient quand on prend des décisions comme celles que j'ai pu prises, à savoir se lancer très tôt sans peu d'expérience. Il faut aussi être prêt à ramer un peu pendant quelques temps et quelques années, parce que par principe, on n'a pas beaucoup d'expérience, donc on va faire pas mal d'erreurs. Donc moi, j'avais quand même intégré ça assez rapidement. Euh, et donc la quête de sens pour moi, je sais même pas trop ce que ça veut dire, tellement j'ai l'impression en tout cas que c'est intégré en moi. Enfin moi j'ai jamais fait de CDI en fait. Le seul contrat que j'ai eu c'était une alternance de 2 ans. J'avais refusé le CDI qu'on m'avait offert pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Je trouve que la beauté de l'entrepreneuriat quand même c'est encore une fois malgré les difficultés parce que c'est pas même si on est heureux de ce qu'on fait c'est pas facile tous les jours hein. Il y a 1 an je pense que j'aurais même pas accepté de faire cet entretien parce que c'était très compliqué avec le Covid etc. Mais il y a une telle jouissance quand justement on arrive à dépasser ses limites et à atteindre des buts qu'on s'était fixés qui sont un peu compliqués en plus du fait
de faire les choses telles qu'on a envie de les faire en fait. Moi, ça a toujours été un gros truc chez moi, c'est que j'ai jamais trop aimé le salariat pour cette raison-là, c'est que j'avais l'impression enfin, c'est pas la manière dont j'aurais fait les choses. Donc là, le gros avantage que j'ai, c'est que tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Ça s'appelle oser. Par moments, c'est des erreurs, mais très souvent, et même ça, c'est quand même un gros truc aussi qu'on nous apprend à l'EDC et qui est très important, c'est que l'erreur, c'est très bien. C'est bien d'échouer. Ça, c'est un peu la vision anglo-saxonne. Moi, je l'ai vraiment intégré en moi dès le départ. Et voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis extrêmement épanoui, extrêmement heureux. Et je pense qu'il y a aussi l'entrepreneur, à un moment, doit être d'une certaine manière, doit en tout cas aimer la souffrance. J'allais dire sadomaso, c'est un peu violent, mais en tout cas doit aimer cette idée de souffrir pour arriver à des choses. Et c'est souvent là, quand il est dos au mur, à des degrés différents, qu'il va trouver les solutions. Et un peu comme un marathon, en fait. Je dis tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est comme un marathon. En tout cas, merci Antoine pour ce discours de vérité, je trouve, parce que c'est vrai que c'est pas non plus la peine d'idéaliser. Il faut bien dire, et on le sent dans vos propos, que bah voilà, on a des jours sans, hein, surtout quand on a des doutes. C'est souvent galère, on a la pression des investisseurs, voilà. Donc c'est bien quand on réussit, mais il y en a pas mal qui échouent, et c'est pas grave. Et des Tiens, investisseurs Laurent, de l'EDC d'ailleurs. ah bah c'est bien. On parlait de recruter. On recrute des amis, on recrute peut-être même des copines ou des copains. Certains sont en couple grâce à l'EDC et aussi des investisseurs. Et ben voilà, les investisseurs. Laurent, tout à l'heure, vous nous avez dit, justement, ce qui est intéressant, c'est aussi de recruter parmi les entrepreneurs. Parmi les investisseurs, c'est différent, ils n'ont peut-être pas besoin. Pour vous, justement, aujourd'hui, cette quête de sens, comment ça se passe? Parce que là, vous continuez à naviguer un peu sur tous les continents. Bon, là, vous êtes un peu rapproché de l'Europe, vous êtes presque en Europe, en Suisse. Par quoi ça passe aujourd'hui pour vous, cette quête de sens? Ouais, moi, effectivement, j'ai eu la chance de trouver ma passion assez tôt. Donc, effectivement, ma carrière, toutes ces années ont été basées sur cette passion. Parce que tout simplement, quand je me cherchais une passion, je voulais plus travailler. Je voulais simplement commencer à vivre cette passion. Donc, pour ne plus travailler, il faut vraiment être dans un métier qui vous intéresse, pour lequel vous êtes passionné. Donc, le commerce international et notamment certaines régions comme l'Amérique latine, avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités, ont été le moteur de toutes ces années professionnelles. Donc je pense que c'est important pour les étudiants qui cherchent un peu qu'est-ce qui les intéresse, de se poser la question, de s'analyser, de voir quelle est leur passion, qu'est-ce qui peut les tenir vraiment passionnés pendant plusieurs années. Donc cette quête de la passion est quelque chose d'essentiel. Donc pour moi c'est important. Et le deuxième point important, si on veut effectivement continuer à s'éclater dans sa vie professionnelle, c'est d'essayer tant bien que mal de travailler pour des sociétés avec lesquelles vous partagez les mêmes valeurs. Donc effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans des sociétés qui ont le respect de l'environnement, l'innovation, la diversité, ce genre de valeurs qui sont nobles. Je vends actuellement des montres, mais plus au-delà de vendre des montres, je pense qu'effectivement, il y a des objectifs dans la société qui sont beaucoup plus nobles, qui sont beaucoup plus développés à long terme. Donc il faut être dans des sociétés pour lesquelles effectivement vous avez le sens de ce que vous faites tous les jours. Et quand vous arrivez au vendredi, au lieu de dire Happy Friday, vous aimeriez bien continuer jusqu'au dimanche. Donc c'est un peu ça qui a été le moteur des dernières années de ma carrière. On termine le tour de table justement avec Nicolas Riol aussi, voilà, à la tête d'une division, une super boîte, hein, Criteo, en tout cas dans le marketing digital, sur retargeting, qui a pas mal pivoté aussi ces dernières années, dont on a beaucoup entendu parler, une des premières licornes françaises, je crois. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, Nicolas? Qu'est-ce qui vous anime? C'est justement des projets de transformation, de croissance, des choses ambitieuses en fait. Et c'est un peu, ça marche dans n'importe quelle boîte, à toutes les échelles, dans le scope qu'on nous donne. C'est-à-dire que je me rappelle même en tant que stagiaire, on nous donne quelque chose et si on en faisait quelque chose d'extraordinaire, pour que rapidement on se dise tiens, on lui a donné quelque chose qui est peut-être pas le plus valorisant au début, mais en fait il en a fait quelque chose de fou. Et donc après évidemment quand on n'est plus seul et qu'il y a des équipes, ce qui est génial c'est que
on partage ces victoires-là, ces changements, ces projets ensemble, et c'est encore plus gratifiant finalement d'arriver. Ça devient plus complexe. Quand on est seul à décider, c'est facile. Quand on doit emmener beaucoup de gens et aussi convaincre, c'est plus dur, mais du coup la victoire est encore plus belle, quoi. Donc voilà, je dirais que moi ce qui me motive, c'est d'avoir des projets. J'essaie de pas avoir que chaque année se ressemble pas. Refaire la même année chaque année, moi ça me motive pas. Ouais. Donc je me donne du boulot moi-même en lançant des projets. Voilà, et ça permet de toujours avancer, de sortir toujours de sa zone de confort et de pas s'ennuyer. Donc moi, voilà, c'est ce qui est le moteur de ma motivation, et je me nourris après des équipes, des gens qui m'accompagnent, et aussi au-dessus de moi, parce que j'ai des gens aussi. Je cherche aussi des mentors, des gens qui me font progresser. Ça compte beaucoup dans les parcours professionnels. Moi, j'en ai eu. J'essaye de le faire avec les gens qui m'entourent, voilà, aussi. Mais voilà, toujours avoir aussi des gens. On travaille aussi pour quelqu'un. Et c'est quelque chose qui me fait peur d'ailleurs parfois dans l'entrepreneuriat, c'est que je me dis toujours, finalement, qui va me féliciter quand c'est pour soi, c'est gratifiant, mais des fois aussi, on a envie d'avoir de la reconnaissance. Et ça, on l'obtient aussi dans les entreprises. Et c'est parfois ce qu'on ne peut pas avoir quand on a sa boîte. Mais je serais preneur de feedback d'entrepreneurs là-dessus. Et voilà, bien s'entourer, évidemment, c'est le maître mot également. Je crois que c'est Antoine qui me disait, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec laquelle vous passez le plus de temps, d'où l'intérêt de créer un bon réseau. En tout cas, on sent l'énergie dans ce petit groupe ce soir. Un grand merci à tous et à toutes. On est arrivé au terme déjà de cette heure ensemble. Ça passe extrêmement vite. Je voudrais vous remercier. Vous souhaitez bien sûr le meilleur pour tous vos projets. Je pense que s'il y a des questions, on sera ravis d'y répondre aux l'équipe DDC Paris Business School. Un grand merci donc à Marie Lépunel-Allemand, co-dirigeante chez Champagne Lallemand Massonneau, Geoffroy Coggi, Content Team Leader chez Arturing, Antoine Géraud, fondateur de abricot.co. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, on a compris qu'on allait se connecter sur cette nouvelle appli. Merci à Laurent Lamotte qui travaille chez Swatch du côté de la Suisse, bien évidemment. Et puis Nicolas Rieul, directeur général Europe de Criteo. Voilà, un grand merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve merci beaucoup. Très pour une nouvelle table ronde. Merci à tous. Très bonne soirée aux uns et aux autres. À très bientôt.